Bonjour à tous, Joël Jacquet, directeur de la recherche de l'EXI, École d'ingénieurs de La Rochelle. Je vais animer cet atelier en collaboration avec Daniel Kern, qui est à distance. La mobilité, c'est une thématique très intéressante qui contribue pour une grande part à nos émissions carbone. C'est donc un thème de recherche tout à fait intéressant et on va essayer de répondre à la question, est-ce que l'innovation est la solution pour la problématique de la neutralité carbone? Ça tombe bien, La Rochelle, c'est un endroit où la thématique de la mobilité a toujours été pionnière. Vous connaissez un petit peu l'histoire de La Rochelle. Et donc, on va pouvoir aborder cette thématique sous divers angles avec différentes contributions. Je vais demander à Daniel Kern de compléter cette introduction, s'il nous entend. Oui, bonjour. À toi, Daniel. Oui, bonjour à toutes et à tous. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Ça marche bien? Ça marche très bien. Impeccable. Donc, très grand merci à la présidente de 5T, Myriam Brestoni, de m'avoir invité, ainsi qu'à toute l'équipe organisatrice de l'événement. Dans ce cadre, nous sommes invités à répondre à cette question. Transport à l'heure de la neutralité carbone, l'innovation sera-t-elle la solution? Tout d'abord, quelques chiffres et actualités qui pourront éventuellement nous permettre de positionner le débat. 1,2 milliard de véhicules circulent actuellement dans le monde, dont 253 millions en Europe et 32 millions en France. Prévision, 2,5 milliards dans le monde en 2050. Quelle que soit la technologie, cela ne résoudra pas les problèmes de circulation. Les transports représentent 25% de la part des émissions de CO2 dans le monde et en France, presque 40%. Le dernier rapport du GIEC, paru la semaine dernière, est très alarmant et nous indique clairement que le temps des mesurettes, des faux semblants est passé, que l'augmentation de la température de 1,5 degré ne pourra plus être évitée et que seules des solutions fortes et malheureusement contraignantes pourront nous éviter le pire. Joël Jacquet et moi-même vous présentons avec beaucoup de plaisir des personnalités expertes dans leur domaine qui essaient au quotidien de résoudre par l'innovation cette question de la neutralité carbone dans les transports. Mais quelle innovation? Technologique, économique, comportementale, sociétale? Nous allons leur laisser la parole. Merci Daniel. Alors, pour aller très vite, j'appelle tout de suite Bernard Plisson, du Grand Port Maritime de La Rochelle, qui va nous expliquer les différentes activités qui sont menées au sein du port. Bon. Tenez le temps, c'est important. Bonjour à tous. Alors, la question, quel temps, mais donc, ravi d'être là, évidemment. C'est extrêmement enrichissant à la fois d'être stimulé, de sortir de sa zone de confort et d'avoir des informations dans son domaine de compétences, mais aussi dans des domaines connexes. Donc, vraiment, merci pour cette ouverture d'esprit et à domicile pour ce qui me concerne, ce qui ne gâche rien. Et permet de limiter mon bilan carbone. Donc, du coup, un mot, les ports acteurs du transport. Oui, les ports acteurs du transport, un acteur particulier. Nous ne sommes pas transporteurs, évidemment. Nous sommes un maillon de la chaîne logistique. Pourquoi travailler les émissions de CO2 et réduire drastiquement les émissions de CO2? Pourquoi est-ce pertinent dans les ports et dans les zones portuaires? Alors, tout simplement, nous sommes une zone de très forte convergence de marchandises, évidemment, et donc d'engins pour transporter ces marchandises, les navires, les trains, les camions. Nous sommes des points de rupture de charge de la marchandise, c'est-à-dire que cette marchandise passe chez nous d'un mode à un autre mode, au moins une fois, si ce n'est plusieurs. Et puis, nous sommes une zone également où dézonent les ports en général de concentration, d'implantation d'entreprises et d'activités diverses et variées, et en particulier un lieu de service, au service notamment des entreprises de transport, de nos clients, et également de la marchandise, des navires en général, et de toutes les entreprises implantées chez nous. Donc, quand on fait ce constat-là, on comprend assez simplement et assez rapidement qu'on est une zone qui concentre finalement
à la fois les consommations de CO2, ou les acteurs qui consomment aujourd'hui et émettent du CO2, et également, finalement, les opportunités de réduction des émissions de CO2. Et ça va être tout l'objet de notre propos. Qu'est-ce qu'on peut faire aux côtés des acteurs du transport, de la chaîne du transport, pour réduire, enfin éviter, réduire, et éventuellement contribuer ou compenser les émissions de CO2. Alors notre première responsabilité, et le premier point, et le point le plus simple sur lequel on peut travailler, c'est limiter le coût carbone du passage portuaire. Évidemment, le passage portuaire, c'est le moment où la marchandise transite par le port. C'est notre responsabilité, c'est notre métier, c'est le levier sur lequel on peut agir directement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire diminuer l'impact carbone des infrastructures portuaires. C'est quelque chose qu'on a un peu abordé au travers de l'intervention de Spi Batignolles tout à l'heure, qu'à titre personnel, j'ai trouvé très intéressante. En fait, on ne se rend pas forcément compte, quand on parle du coût du transport, du coût des infrastructures de transport. Les autoroutes, les voies ferrées, les ports nécessitent des grandes quantités de matière et donc consomment énormément de CO2 à leur mise en œuvre et bien sûr ensuite à leur usage. Donc nous, notre travail, ça consiste à élaborer le bilan carbone de chaque nouvelle construction d'infrastructure et de trouver des solutions dans l'économie circulaire, dans le réemploi, dans le recyclage, pour diminuer l'impact carbone de ces infrastructures. Aujourd'hui, il n'est plus question qu'une tonne de ballast usagé ou une tonne de béton issu de déconstruction sur la zone portuaire ne fasse pas l'objet d'une évaluation quant à sa valorisation et à son réemploi sur cette même zone portuaire. Qu'est-ce qu'on peut faire également? On peut décarboner la mobilité portuaire. Sur le port, vous avez des trains, des véhicules légers qui circulent, des poids lourds, évidemment. Bonjour Thierry. Vous avez également les navires. Donc, comment décarboner la mobilité portuaire? D'abord, réfléchir à tous ces véhicules captifs sur la zone portuaire qui font finalement relativement peu de kilomètres, qui ont des usages assez réguliers et qu'il est très simple d'électrifier. Les véhicules légers, évidemment, de tous les collaborateurs du port, mais aussi les grues, c'est un peu plus compliqué, il y a des appels de puissance importants, les chariots élévateurs et tous les camions captifs qui peuvent circuler sur le port pour des opérations de transfert de marchandises. Produire et autoconsommer les énergies renouvelables. Vous avez une photo là qui représente la toiture de la base sous-marine. Donc, peu de gens le sachent, mais sur cette base sous-marine qui est visible du quartier de La Rochelle, vous avez depuis quelques années 15 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. On produit sur le port de La Rochelle environ 4,5 gigawattheures d'électricité. Ça représente à 30 000 mètres carrés à peu près de panneaux. Pour l'instant, ça c'est une première opération qu'on a réalisée il y a quelques années avec un opérateur énergéticien. Nous, on a considéré que ce n'était pas notre cœur de métier de produire de l'énergie, en tout cas à l'époque. Et donc, du coup, on a fait appel à cet opérateur IEL, et on le remercie encore, qui finalement a porté le risque, a porté le projet et réinjecte en fait cette électricité. Il y a un an à peu près, 1 an et demi, on a décidé de faire un stop sur ce type de projet. Il y a encore 1 ou 2 implantations qui se font selon ce mode, et de travailler à la production et à l'autoconsommation d'énergie renouvelable. On a le magnifique exemple de Atlantec à côté de chez nous. Ceux qui étaient à l'avant-première savent de quoi je parle. Et donc, du coup, l'idée, c'est, avec le savoir-faire et l'expertise d'Atlantec, de répliquer, on va dire x10, ce qui s'est fait au niveau d'Atlantec. Donc finalement, d'avoir un diagnostic de toutes nos consommations électriques, quand je dis nous, les nôtres, celles de l'établissement portuaire, et celles de la communauté portuaire, c'est-à-dire les 80 entreprises, ou en tout cas les plus consommatrices qui sont implantées sur le port. Et puis demain, de mettre en service une production d'énergie renouvelable locale et une autoconsommation de cette électricité. Et vous faites le lien avec décarboner la mobilité et passer à l'électrique, évidemment, c'est extrêmement, ce sont des démarches évidemment qui vont de pair. Soutenir les initiatives des entreprises. Je vous ai expliqué précédemment que le port, c'est un établissement public. Alors nous, effectivement, notre rôle en tant qu'établissement public, c'est la construction, le maintien des infrastructures, la gestion du domaine. On a aussi tout un écosystème d'entreprises qui sont implantées chez nous, les remorqueurs, les pilotes, les transporteurs routiers, les stockeurs, les transformateurs de marchandises. Et l'idée, notre responsabilité en tant qu'établissement public et gestionnaire de la zone portuaire, c'est d'amener les entreprises à cette transition avec nous.
On a en fait une structure d'entreprise avec des groupes de taille nationale, mais on a aussi beaucoup de PME qui sont implantées chez nous. Et ce n'est pas forcément simple pour une PME de se projeter sur la décarbonation de son activité. Donc nous, on a la chance d'avoir les infos, on vient ici, on a la chance d'avoir de la veille, on a la chance d'avoir des moyens. Et donc à partir de là, comment est-ce qu'on peut aider notre territoire local, nos entreprises en fait, à décarboner ? Nous, ce qu'on fait déjà, c'est très simple. On a créé un fonds vert et on dit aux entreprises qui sont implantées chez nous, à concurrence de 20% de votre projet, 50 000 € pour chaque projet. Si vous êtes en mesure de nous prouver que ce projet d'investissement, il va contribuer et de le chiffrer à décarboner en fait votre activité, on vous soutiendra. C'est-à-dire on vous aidera aux côtés et en plus des différents dispositifs type ADEME et autres pour créer le cliquet nécessaire à la décarbonation de l'activité et donc à la réalisation de l'investissement. Voilà, donc ça, le coût du passage portuaire, voilà, un ensemble d'actions. Je vois que ça va être compliqué pour moi, donc tant pis. Je vais accélérer du coup. Offrir un service décarboné, le branchement à quai des navires. Ceux qui connaissent le monde du transport savent que c'est un vaste sujet. Il y a beaucoup d'investissements sur les ports français en ce moment autour de la décarbonation de l'escale des navires. Vous savez que les navires tournent avec leurs machines. Donc l'idée, c'est de les brancher pour qu'ils tournent à l'électricité renouvelable, confère la diapo précédente. Favoriser l'émergence d'un écosystème hydrogène sur le port. On en a parlé hier, je ne vais pas développer, il y a des jolis projets en cours sur la zone portuaire de La Rochelle avec de l'hydrogène fatal. Et ouvrir au développement d'autres vecteurs énergétiques, parce qu'on est quand même dans une incertitude aussi sur le niveau de maturité, le coût de cette énergie. Et donc, du coup, voilà, il faut être ouvert dans un monde qui est en changement à d'autres vecteurs énergétiques. Je terminerai par, pas tout à fait, quasi, par favoriser l'offre de services de transport vertueuse. Évidemment, agir pour développer et aider les modes de transport les plus vertueux. Alors, le poids lourd, s'il se décarbone, mais bien sûr, évidemment, le ferroviaire, en travaillant sur l'état du réseau et la fluidité. On n'a pas assez insisté, je pense, sur l'optimisation des chaînes logistiques, c'est-à-dire éviter que des camions, des trains tournent à vide, éviter les temps d'attente. Tous ces temps perdus, il y a des gros gains possibles. Et puis, avoir une politique de prix. Nous, à La Rochelle, ça fait déjà quelques années qu'on a un tarif différencié et que en fait, les navires les moins impactants, tout simplement, chez nous, ils payent moins cher. Et donc, si cette action-là, elle est démultipliée et c'est une action internationale à l'échelle d'un certain nombre de ports, ça peut booster les compagnies maritimes. On a peu de levier sur elles. On a ce levier-là pour les amener à accélérer leur transition énergétique. Et puis, faciliter l'implantation d'acteurs innovants. Parce que on est dans un monde où il y a beaucoup d'innovations et nous, on ne peut pas porter toutes les innovations. On a un métier où on n'a pas forcément des capacités d'innovation partout. Donc, c'est repérer les gens qui travaillent sur les kites, les maels, sur le houlomoteur, sur un certain nombre de vecteurs, de nouveaux vecteurs énergétiques et les aider et leur dire, voilà, le port de La Rochelle, il est friendly, il est accueillant pour vos activités. Donc, évidemment, on a besoin que ces solutions-là qui sont mises en œuvre, elles soient fiables. Ça, j'insiste là-dessus. On veut être innovant, c'est important, mais on a aussi une activité à faire tourner. Et donc, à un moment, on ne peut pas être à la merci d'une solution défaillante. On a également besoin que la source d'énergie, elle soit disponible en permanence à ISOCOût. Je dirais que, du coup, en conclusion, l'innovation, pour moi, elle est technique, on l'a déjà, elle est économique, elle est organisationnelle et surtout elle est collective. Il faut amener le territoire. Nous, notre responsabilité, c'est la place portuaire. Donc, il faut qu'on amène la place portuaire vers cette décarbonation. Voilà. Oui. Merci. Pardon. Merci Bernard pour cette présentation très intéressante sur la complexité du fonctionnement d'un port et les différents leviers sur lesquels on peut agir vers cette neutralité carbone. J'appelle tout de suite dans un autre domaine, le domaine ferroviaire. J'appelle Séverine Rognier et Ludovic Vermeulen pour nous présenter le projet Ferrocampus de Nouvelle-Aquitaine. Bonjour à tous, je suis Séverine Rognier, en charge du développement du projet Ferrocampus. Et en fait, on sait tous que bouger les lignes, il y a une question de moment. Et aujourd'hui, en fait, on est à l'aube de la régénération de lignes, de voies ferroviaires au niveau du territoire régional. Et on est aussi à la fin, à un jalon de vie d'un matériel roulant diesel qui est le 73 500.
Donc ce contexte d'investissement et de renouvellement, on se rend compte qu'il va pouvoir favorablement aspirer des innovations, aspirer des réflexions sur le rôle du ferroviaire au sein des territoires en termes de services, et donc de faire bouger les lignes. Donc la transition ferroviaire est favorable aujourd'hui, et en particulier sur les lignes de desserte fine du territoire. Donc tout projet doit se fixer des objectifs, et tout projet doit être impulsé par un acteur clé. Aujourd'hui, la région Nouvelle-Aquitaine est une autorité organisatrice de transport, c'est-à-dire que les régénérations dont je vous ai fait part sont de l'autorité de la région. La région a aussi comme mission le développement économique et de travailler sur la transition énergétique. Il y a aussi dans des projets des rencontres clés, et notamment avec la SNCF, dans le cadre de la réflexion sur la revitalisation d'un site ferroviaire, le site de Saintes. Merci Séverine. Donc, nous allons partager la parole. Ludovic Vermeulen, chargé d'ingénierie pédagogique pour le Ferrocampus. Donc, pourquoi le site de Saintes? Effectivement, le Ferrocampus est un projet de la région Nouvelle-Aquitaine, je le répète. Effectivement, il a vocation à s'établir sur la totalité du territoire, mais il nous faut quand même un lieu emblématique, et le lieu de Saintes a été choisi. C'est une étoile ferroviaire à l'origine qui a accueilli jusqu'à plus de 1000 employés et qui, au vu des restructurations, a perdu de son personnel. Donc plutôt que de laisser en friche une partie des installations, nous allons les réhabiliter. Tout ça à destination de l'innovation dans le domaine énergétique et ferroviaire, et également, surtout sur la partie formation, puisque c'est bien de développer des technologies, mais si nous ne formons pas, nous n'irons pas bien loin. Alors, en termes de formation, également, ce qui est important, c'est l'implantation sur le territoire. Donc, j'ai dit effectivement lieu emblématique du ferroviaire sur la région Nouvelle-Aquitaine, mais si on souhaite attirer des investisseurs et surtout des étudiants, il nous faut également tout un écosystème. Et l'hébergement est important, le patrimoine, les équipements sportifs et la culture. D'accord ? Donc tout ça est bien présent sur le site de Saintes, qui est un haut lieu historique gallo-romain, qui est doté d'activités sportives en très grand développement autour de la Charente. Et la culture est également présente au travers de nombreux lieux emblématiques. Je vais laisser à nouveau la parole à ma collègue. Donc vous l'avez compris, le territoire, c'est un vrai ADN en termes de nouveaux usages, en termes d'attractivité, en termes de développement économique. Concrètement, quels sont les axes de développement technique et technologique? On ne va pas rentrer dans les détails. Là, l'idée, c'est vraiment de fédérer l'ensemble de l'écosystème, nos innovateurs, la recherche qui vient alimenter ces innovations, et évidemment la formation, parce qu'aucune transition n'est soutenable s'il n'y a pas justement ces acteurs de la formation. Dans l'espace totem, en fait, le site de Saintes, le fait d'avoir un lieu permet de faire cristalliser et de permettre aussi de mixer les populations et de créer quelque part une dynamique à travers notamment du design thinking, à travers aussi des pôles de réalité augmentée pour voir, simuler et rendre aussi attractifs les réalisations. Travailler sur l'accueil d'entreprises et les centres de recherche et faire savoir ce qui a été développé, parce que notre objectif aussi, au-delà de pouvoir l'intégrer sur le territoire, c'est de permettre sa pérennité et son développement à minima au niveau européen, qui est l'échelle, selon nous, minimum pour la viabilité du système économique que nous souhaitons créer. Donc, en termes de... nous avons plusieurs piliers. Un des piliers, c'est l'observatoire, parce que, a été dit hier, il faut absolument avoir une vision partagée, autant sur les usages que sur les choix technologiques, par exemple sur la motorisation.
et être capable de capitaliser sur les projets et sur les initiatives existantes. Donc nous avons un premier pilier qui ne s'est pas affiché ici, qui est sur l'observatoire et la digitalisation. Ensuite, comme je vous disais, le train 73 500 diesel est en fin de vie. Et donc on a un autre axe qui est sur le train de demain, le train léger innovant. Aujourd'hui, Ferrocampus travaille dans le cadre des PIA, les financements dont on a entendu parler, pour monter des projets et faire drainer des activités stratégiques sur le site à partir des domaines de compétences qu'on vous a montrés dans le slide précédent. Il y a le côté signalisation sur lequel on travaille, sur les infrastructures de demain. Et enfin, tout un volet qui est repris notamment par les écoles d'ingénieurs, qui est tout le volet compréhension et développement des équipements et des systèmes. Donc le système de motorisation, les systèmes connectés, etc. Je laisse la parole. Très bien, donc on va finir sur la partie formation, c'est là où tout commence finalement. Nous avons déjà entrepris pas mal de choses, notamment avec comme partenaire l'EXI, et je remercie Christophe Thivet. Nous avons obtenu dernièrement, c'est-à-dire le 27 juillet, la labellisation Campus des métiers et des qualifications, qui s'appelle donc Ferrocampus. Nous travaillerons également avec M. Thivet, qui est le vice-président de l'association en charge de la GPEC, donc de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, donc sur tout ce volet afin de former au mieux sur les technologies de demain et répondre déjà aux métiers en tension d'aujourd'hui. Nous allons également ouvrir sur des offres de formation continue. Nous avons d'autres partenaires qui sont membres également de l'association. Je vais en citer quelques-uns, comme Sistra par exemple, Ferroway avec ETF Academy. Et puis, comme le disait Séverine, nous avons au niveau de la formation toute une partie totem qui est vraiment destinée à l'attractivité. Donc l'attractivité, pas uniquement pour les entreprises, également pour dépoussiérer, j'ose dire le terme, le ferroviaire, puisque si on écoute bien depuis hier, on en a très peu parlé. C'est peut-être le moyen qui est le moins carboné aujourd'hui en termes de transport, mais pour autant, il y a des lignes ferroviaires qui sont non électrifiées, qui fonctionnent au diesel, qu'il faut donc décarboner, et nous allons faire connaître tout ça et avancer sur ce sujet. Je vous remercie pour votre attention. Merci Ludovic, merci Séverine. Sujet très intéressant. En effet, on ne parle pas souvent du ferroviaire dans nos journées. Et je pense qu'on peut prendre rendez-vous pour voir l'évolution du projet au cours du temps. Pour la prochaine présentation, je vais redonner la parole à Daniel, s'il nous entend. Oui, effectivement, j'appelle Gérard Feldezer. Monsieur Feldezer est consultant aviation et transport, mais également vice-président fondateur de Futura Mobility, un think tank qui réfléchit à la mobilité du futur. Alors Gérard, est-ce que tu nous entends? Il est pas connecté? On passe au suivant alors, c'est ça? Ok. Bon, désolé pour ce contretemps. Eh bien, c'est moi qui reprends la parole pour la présentation suivante. Je vais demander... Pardon? Je vais demander à Tom Leget, Tatiana Grindorge et Issan de monter sur l'estrade. Bonjour à tous, donc merci de nous recevoir avec des invités très particuliers cette année, donc Essan et Tom. Donc nous on est contents de participer à cette session et vous présenter des initiatives qui peuvent être peut-être une solution à cette neutralité carbone, qu'on essaie tous d'y arriver dans les prochaines années. Donc le transport, on est tous d'accord que c'est essentiel pour notre quotidien. Donc on se déplace tous pour la formation, pour l'emploi, pour chercher de l'emploi, pour la santé, le loisir, mais également pour les vacances. Donc on se déplace toujours davantage, plus loin et plus vite. Donc comment faire
Donc pour compléter un tout petit peu les chiffres que Daniel Kern vient de nous présenter, donc avec les 40% à peu près en France de la part de transport dans les émissions de gaz à effet de serre, donc on peut aussi compléter que en fait le transport pour un ménage représente le premier poste de charge, donc c'est à peu près 18% en fait du budget pour un ménage, donc c'est pas mal, même avant le logement et l'alimentaire. Donc on peut aussi voir qu'en fait 7 Français sur 10 se déplacent pour aller au travail en voiture. Donc comment faire pour arriver à la neutralité carbone dans toute cette histoire? Donc en fait, le transport, on est tous d'accord qu'il doit se transformer, donc encourager des recours à des solutions de mobilité plus propres et respectueuses de l'environnement, comme le promulgue aussi la loi sur l'orientation de la mobilité de 2019. Donc au cours de la session d'hier, et même ce matin, les intervenants ont grandement exprimé leurs paroles. D'accord ? Donc les solutions technologiques ne sont pas suffisantes pour atteindre la neutralité carbone. Donc changer des comportements est un levier peut-être complémentaire et indispensable pour y parvenir. Donc comme le disait Jean-François Fontaine hier dans l'ouverture de E5T, les sciences du comportement ont de l'avenir. Donc un véritable changement de comportement repose sur l'éducation, la formation et l'accompagnement des individus. C'est justement l'objectif aussi du projet AgriMob qui regroupe sur notre territoire 8 partenaires, donc publics et privés, et essaie justement en fait, faire en sorte que les citoyens se questionnent sur les habitudes de mobilité. Ils proposent des solutions d'accompagner vers le changement et les inciter à des recours vers une mobilité plus propre. Et bien voilà Tom, qui a été soutenu pour son projet par l'EXI, le projet AgriMob, mais également E5T et son entreprise IDEA qui l'accueille pour son alternance. Tom a été chargé d'apporter davantage de visibilité aux enjeux de la mobilité durable et sensibiliser le plus grand nombre de personnes aux modes de transport plus propres, donc, comme le vélo. Donc je vais te laisser la parole, Tom. Tu viens juste d'achever ton périple. Tu as la tête pleine de souvenirs et de belles rencontres. Et je suis persuadée que ce voyage t'a changé, à jamais bien sûr en positif. Et nous sommes très fiers d'avoir participé à sa réussite. Donc je te laisse, Tom, avec Issan pour présenter ton petit projet. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci à tout le monde d'avoir rendu ce projet possible. Donc, l'école, mon entreprise d'accueil IDEA Logistique, le projet AgriMob et le 5T qui a fervemment soutenu l'aventure. Donc, le but de cette aventure était de partir de Nantes et d'aller à Athènes en vélo. Donc, entre guillemets, vous avez pensé des vacances avec une neutralité carbone parfaite, j'ai envie de dire, parce que j'ai pas eu d'émissions de CO2 pendant le trajet. J'ai fait tout d'abord des petits calculs. Si j'avais fait le trajet en TGV, par exemple, c'était 7,8 kg de CO2e. Donc c'est l'équivalent CO2, c'est le CO2 plus le transport de l'énergie, de l'électricité, par exemple, pour les véhicules électriques. En intercité, ça aurait été 23,8 kg de CO2e. En voiture électrique, 90. En car, 198. En avion, 679. Et en voiture, 870. Donc tout de même, j'ai économisé 870 kg de CO2e par rapport à si j'étais parti en voiture. Et j'ai découvert énormément d'endroits que je n'aurais pas pu voir en voiture parce que j'aurais seulement pris l'autoroute et l'aventure n'aurait pas été la même. On va pouvoir passer sur les premières images en France. Si ça passe, c'est bon. Donc je suis passé évidemment à mon école l'EXI en partant de La Rochelle pour promouvoir le projet et l'aventure et remercier l'EXI de soutenir l'aventure. On voit que, par exemple, on parlait du budget tout à l'heure, tout a changé sur le vélo, j'avais pas les mêmes sacoches, donc innovation, avoir du matériel, par exemple, adéquat pour ne pas avoir de problème sur la route. J'étais parti avec du matériel ancien et j'en ai payé les frais parce que j'ai changé tout en route. Donc on peut voir les différences. J'ai un peu changé aussi. Non, je me suis pas rasé, je veux qu'ils me voient comme ça au travail. Ensuite, ici, donc, on voit la France. Donc, en France, franchement, pour un voyage à vélo, on est très très bien servi. On a toujours des belles pistes cyclables là, le long du pont-canal du Cacor, par exemple. Enfin, tous les canaux qu'on a, c'est généralement d'anciennes voies ferroviaires qui sont bitumées.
Et donc en vélo, c'est vraiment agréable parce qu'il n'y a pas énormément de dénivelé, c'est plat. Et il n'y a pas de voiture. Enfin, c'est vraiment, on pense qu'à faire du vélo et on ne se soucie pas de sa sécurité. On profite vraiment juste pleinement du paysage. Et, en France, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu sur les pistes cyclables ici. Donc au niveau du travail sur les infrastructures, c'est plutôt OK. C'est vraiment ce que disait Tatiana, c'est changer les comportements et inciter les gens à prendre leur vélo pour partir en vacances ou ne serait-ce que pour aller au travail. Moi, c'était vraiment le but de mon projet, de donner envie aux gens. Je l'ai même fait avec mon chien, donc j'ai prouvé que c'était possible dans toutes conditions, je pense. Ensuite, on reste encore en France. Ensuite, on est parti dans les Cévennes. Donc les Cévennes, il n'y a pas d'infrastructure cyclable, mais c'est des routes de montagne, donc c'est faisable en vélo pour tout le monde aussi. C'est un peu plus dur physiquement. Mais à partir du moment où on apprécie le vélo et qu'on apprécie les beaux paysages, qu'on les atteint à la force de nos jambes, c'est d'autant plus appréciable, comme j'avais l'habitude de le dire pendant le voyage. Ensuite, on arrive très rapidement dans le sud de la France. Bon, on voit par exemple dans les grandes villes, j'ai dû passer par des semblants de périphériques ou des choses, parce que c'est pas toujours bien indiqué pour les vélos. Donc on se met dans des situations un peu dangereuses, mais c'est jamais très longtemps. C'est surtout à l'entrée des grandes villes. Donc peut-être un travail à faire là-dessus pour favoriser les voyages à vélo vraiment. Parce que hormis les voyageurs, personne ne passe par ces endroits-là. Quand on va au travail, en général, on reste dans le centre où on trouve le bon itinéraire au bout de 2-3 jours. Quand on passe qu'une fois, c'est pas toujours facile. Tac. Ensuite, j'ai voulu suivre la Vélodyssée 8, parce que donc, on a un réseau cyclable dans toute l'Europe avec les Eurovélos. C'est pas la Vélodyssée 8, c'est l'Eurovélo 8. Et il se trouve qu'elle est en construction sur la vallée du Roya. Je ne sais pas si tout le monde connaît les événements qui se sont passés là-bas. En fait, tout est littéralement détruit. Ça, au milieu, on voit la route. Donc, la route est fermée toute la journée pour cause de travaux. Il faut passer le soir. Et, donc, je suis passé là-bas en vélo. C'était vraiment un des pires passages de toute l'aventure parce que rien n'était adapté. Et ce qui m'a un peu chagriné, c'est que l'Eurovélo 8 est censé passer par là sur les cartes. Et la communication sur l'état des routes n'est pas bonne. Enfin, j'aurais dû passer autre part, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais ce n'était pas indiqué sur le site des Eurovélos et ainsi de suite. Ensuite, on arrive en Italie, donc, où à la frontière, j'ai croisé un sacré personnage qui était parti en 2006 pour un tour du monde de l'écologie. Donc, il avait un chien aussi dans sa chariote à l'arrière. Et son chien était éduqué à ramasser les déchets sur le bord de la route et les mettre dans des poubelles. Donc, c'est quand même incroyable. Et donc il est rentré pour cause de Covid, il voulait continuer son tour du monde. Il allait jusqu'en Australie, il me semble. Et il est rentré parce qu'il s'est confiné dans des pays qu'il ne connaissait pas. Et donc il a décidé de rentrer pour clore son aventure, mais ça fait 13 ans qu'il est parti, je crois. Donc, un sacré vagabond aussi, mais super personnage et tout pour l'écologie, vraiment, c'était très inspirant. Ensuite, on voit les beaux paysages. Là, on arrive à la limite de l'Italie et de la Slovénie. Reste ici. Excusez-moi. Donc en bas à droite, on arrive à la limite de l'Italie et de la Slovénie. Et la Slovénie, c'est la meilleure surprise que j'ai eue niveau piste cyclable, enfin infrastructure cyclable, que ce soit au niveau des indications sur les panneaux, des rencontres avec d'autres cyclistes. Parce que quand on a des... Donc là, c'est vraiment seulement une piste, il n'y a pas de voiture sur cette route-là. La route est de l'autre côté de la rivière. Et c'est ce qu'on disait, quand on part de chez soi, qu'on croise aucune voiture, on peut faire 2 heures de vélo avec plaisir, sans aucun problème. Donc les bonnes infrastructures jouent vraiment sur les gens qui se mettent au vélo, tout ça. Parce qu'en Slovénie, j'ai vraiment croisé énormément de cyclistes locaux qui s'entraînaient seulement pour leur sport. Donc les technologies jouent aussi dans le changement comportemental pour mettre les gens au vélo. Si on a des bonnes pistes agréables, c'est toujours plus facile de s'y mettre. Donc voilà, là on voit encore la même piste cyclable, donc 150 km plus loin, mais c'était la même. En haut, en bas aussi au niveau de la frontière, donc on voit vraiment, on passe même la frontière isolée des voitures. Donc, on s'évade vraiment, on ne pense pas à sa sécurité, on roule seulement. Moi j'ai vraiment apprécié la partie en Slovénie, c'était une des meilleures parties. Ensuite, des petits paysages que j'ai pu voir, que j'aurais jamais vu si j'étais en voiture aussi, parce que je n'avais pas prévu de passer par Bled. Et c'est une rencontre avec un autre cycliste qui m'a fait me dire, je vais le suivre un peu quelques jours et on va aller ensemble au lac de Bled. Les aléas du voyage à vélo qui pimentent un peu l'aventure et qui la rendent d'autant plus agréable. Je me dépêche. Là, on arrive en Croatie, donc j'ai pas forcément de photos des infrastructures parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ils disent que l'Eurovélo est en cours de développement, mais finalement, c'est seulement des routes côtières que prennent les voitures qu'on prend aussi. Donc on est sur la route avec les voitures. Et beaucoup de touristes en Croatie, mais bon, c'était la saison qui voulait ça aussi. Et
j'ai apprécié quand même. Enfin, c'était très agréable, mais plus au niveau des paysages que des infrastructures. Ensuite, je suis arrivé, après être passé par le Monténégro, quand même en Albanie. En Albanie, bon, y a du boulot, comme vous pouvez le voir. On s'est retrouvés, parce que j'ai fait une autre rencontre là-bas, du coup, un autre étudiant en école d'ingénieur à Nantes, qui faisait le même trajet qu'il faisait Nice-Athènes. Et donc, on s'est retrouvés à pousser nos vélos dans des chemins, parce que le GPS nous envoyait sur une belle piste cyclable qui s'arrêtait tout d'un coup. Et on se retrouvait dans un champ comme ça, à pousser sur 10 km. Mais bon, ça fait partie de l'aventure aussi. Mais en Albanie, pas d'infrastructure cyclable, quoi. C'est ce qu'il faut retenir. Mais des gens qui t'ont... Mais des gens super sympathiques qui sont vraiment avenants et qui cherchent à ce qu'on garde une bonne image d'eux en repartant. Donc vraiment, ils donnent tout ce qu'ils ont. Et c'est vraiment le pays où j'ai dépensé moins d'argent dans la nourriture, dans tout ça, parce qu'on m'a tout le temps donné de la nourriture. Et t'as pris du ventre voilà. là-bas. Comment ? T'as pris du ventre là-bas. Ouais, pris du ventre, je sais pas, j'ai tout perdu, mais j'ai bien mangé en tout cas. Donc là, j'ai pas fait la Macédoine du Nord au final, c'était dans le planning, mais je suis pas monté jusque là-bas. Ça, c'est des images d'Albanie encore, juste pour montrer que ça monte quand même sur la côte de la mer Adriatique. Donc là, je suis à 1000 mètres sur la photo, on se rend pas forcément compte, mais quand on vient de les faire en vélo sur 10 km, on arrive en haut et on se repose un peu. Et surtout, comme je disais, il n'y a pas de piste cyclable adaptée, on se fait doubler par des voitures, donc c'est d'autant plus épuisant. Ça aurait été par exemple en Slovénie, la même chose, avec une vraie piste cyclable. Ça aurait été beaucoup plus agréable, j'aurais croisé beaucoup plus de cyclistes, puisque là, on était tout seul. Mais tout de même agréable, c'était la route. Donc, ici, toujours oui, au début de la Grèce et la fin de l'Albanie. Donc un peu plus facile pour les campements, parce que j'allais seulement sur la plage. Je me dépêche, le chien qui profite aussi. Et donc l'arrivée à l'acropole d'Athènes, qui était l'objectif. Je suis arrivé le 9 août dernier, avec 1 ou 2 semaines d'avance, il me semble. Donc voilà. Et à Athènes, j'ai pu discuter aussi avec des locaux qui vivaient là-bas. Je leur demandais s'ils servaient du vélo, tout ça. Et en fait, il n'y a aucune piste cyclable dans Athènes. Les taxis sont fous avec les vélos, les automobilistes aussi. Moi, j'ai vraiment pas apprécié en vélo à Athènes. Les locaux me disaient qu'ils ne prenaient pas le vélo à cause de ça. C'est là qu'on voit que c'est vraiment les infrastructures qui jouent quand même sur le comportement et qui vont donner envie aux gens de prendre le vélo. Voilà. Et un petit film, normalement. Je sais plus encore. When I was younger, I should have known better, and I can't feel no remorse, and you don't feel nothing bad. I got a new girlfriend, he feels like. Je tenais juste à remercier une dernière fois E5T, Vermeer Energy et Prodemco qui ont financé une partie du projet, sans qui ça n'aurait pas été possible. Donc merci beaucoup. Sur le site de E5T, sur le site de E5T, il y aura un film. Oui, et comme je disais, donc je vais mettre un film avec les images du dernier voyage sur le site de 5T, avec un film à venir dans quelques mois, le temps qu'il soit monté. Un beau film pour promouvoir le voyage à vélo et la mobilité durable en vacances. Merci Tom pour ce témoignage stimulant. Pour la dernière intervention, je redonne la parole à Daniel, si tu m'entends. Oui. Vas-y. J'appelle M. Olivier Gued, directeur du développement de HRS, Hydrogène Factory Solutions. Cette PME fait partie des principaux producteurs et installateurs français de stations hydrogène pour la mobilité. Merci Daniel, merci, Oui. merci Daniel, merci à E5T de nous inviter pour pouvoir participer et donner notre point de vue justement sur l'innovation pour le transport. Donc peut-être une première chose, revenir sur ce que c'est que l'hydrogène pour la mobilité. Donc on a parlé de la production.
ça a été très animé. On a parlé des véhicules, mais entre produire l'hydrogène et les véhicules, il faut les remplir. Et les remplir, c'est pas quelque chose qui est trivial. On ne remplit pas un véhicule avec du gaz comme on remplit un véhicule avec du liquide. Donc ça demande quand même une certaine technicité, un savoir-faire. Et on a besoin, pour demain, pour que ça devienne vraiment encore plus compétitif que ce n'est aujourd'hui, accroître les performances. Et donc, on a bien sûr le plan hydrogène avec les briques technologiques qui vont permettre justement d'avancer sur ces différents points. Alors, rapidement, je vais passer ça, vous les aurez dans les slides, mais HRS, on innove depuis longtemps, ça fait 10 ans qu'on fabrique des stations de ravitaillement pour véhicules hydrogène, et on continue à innover au niveau technique, qui est un des points d'innovation pour la mobilité. Donc, pourquoi la technique? Parce qu'il va falloir remplir de plus en plus de véhicules. Aujourd'hui, un véhicule léger, c'est 5 kg, un bus, c'est 30 kg d'hydrogène. Et si demain, on veut pouvoir enchaîner des véhicules comme on utilise une station-service, il va falloir pouvoir délivrer des tonnes par jour, des tonnes d'hydrogène par jour sur des stations. Donc ça demande d'améliorer la technologie et de faire du développement technique. Le temps de remplissage aussi. Aujourd'hui, on dit remplir un véhicule léger 5 kg en 5 minutes. Donc c'est un usage équivalent à un remplissage d'un véhicule fossile. Mais demain, les camions, 40 kg, 80 kg, et il va falloir augmenter les temps de remplissage. Donc ça sera 10 kg en 1 minute. Voilà, donc il y a un facteur 10 dans les performances à atteindre. Tout ça en réduisant les coûts, bien sûr, puisqu'il faut que la part le coût de l'hydrogène baisse pour la mobilité. La consommation thermodynamique, parce que pour atteindre des temps de remplissage aussi rapides, il faut refroidir, parce que c'est un gaz, quand on comprime, on chauffe beaucoup, et si on veut comprimer très vite, il faut refroidir beaucoup pour pouvoir compenser les échauffements. Donc de la thermodynamique très important, et puis bien sûr l'objectif, c'est de baisser le coût du kilogramme, le coût de la station, en tout cas le coût du remplissage dans le prix du kilogramme délivré. On a parlé hier, 1,5 € du kilo. Il ne faut pas que la station ou le coût du remplissage soit une part importante là-dedans. Et puis, un dernier point, c'est l'approvisionnement. On le produit, il faut l'approvisionner, il faut l'amener jusqu'à la station. Donc aujourd'hui, on l'amène sous forme gazeuse. Mais demain, quand on va parler de quantités importantes, est-ce qu'on passera au liquide? Est-ce qu'on passera autrement? Est-ce qu'on alimentera avec des pipelines? Voilà, il y a toute une problématique d'approvisionnement de ces stations. Et il y aura de l'innovation qui sera faite, et dans la partie station, de l'innovation aussi. Un deuxième point, l'innovation industrielle, c'est important, parce que si on veut pouvoir avancer et être innovant, il faut quand même avoir un outil industriel qui avance. Et pour ça, on va construire un nouveau site de production à Grenoble. Ce site de production sera adossé sur une zone de R&D pour faire justement du développement. 2500 m² sera dédié aux essais, à la mise en œuvre de l'hydrogène, parce que c'est bien de développer, mais il faut tester, et tester pour pouvoir être performant demain. Voilà. Et ce site sera opérationnel fin 2022, et ça sera vraiment quelque chose de nouveau. Et dernièrement, l'innovation financière, parce qu'il faut accompagner justement la transition. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est on est en transition et il faut accompagner. Et donc pour ça, on s'est associé à BNP Paribas pour proposer une offre de leasing sur les stations, ce qui permet aujourd'hui d'accompagner la transition, donc de financer, de baisser le coût de la station au démarrage, avant que les véhicules soient là et qu'il y ait un usage massif de l'hydrogène, ou qui permettra justement de réduire les coûts. Et donc pour ça, une offre de leasing avec une possibilité de rachat des stations pour pouvoir apporter des stations de plus grande capacité. Mais si vous avez des questions là-dessus ou des interrogations, on est là pour vous répondre. Et puis donc, voilà, pour conclure, l'innovation, pour nous, c'est une partie de la solution, parce que il faut, et dans cette innovation, une partie de la solution, qu'est-ce qu'il y a? Pour nous, il y a trois facteurs. Il y a l'audace de l'entreprise et des pouvoirs publics, la volonté, l'audace, le financement, et ça, c'est en place avec tous les grands plans d'hydrogène qui ont été annoncés, 7 milliards pour la France, 35 milliards au niveau européen de financement. Et puis, je pense, un point clé, c'est la coordination. Coordonner toutes les
toutes ces évolutions. Parce que si on fait quelque chose dans notre coin et qu'à côté les choix sont différents, chacun va partir dans des choix différents. Et derrière, si on veut avoir des économies et que ça soit au final accepté par tout le monde, mais aussi économiquement viable, il faut qu'il y ait une coordination au niveau national. C'est pour ça qu'on fait partie de France Hydrogène, et aussi coordination au niveau européen, et aussi notre participation au niveau de Clean Hydrogen Alliance. Donc voilà. Merci. Merci Olivier, c'était très intéressant. Ceci termine la session sur l'aspect mobilité. J'appelle Luc Poirier pour animer la prochaine session.